Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé-Liban. Nous sommes ensemble pour faire le point sur l'actualité de ce mercredi. Ce matin, une frappe israélienne a visé une voiture dans la centre-ville de Saïda, causant la mort d'une personne. Un commandant du Hamas a été tué. Ahmed El-Ahmed, identifié par le Hamas comme chef des opérations de la brigade ouest du mouvement en territoire libanais. Il aurait été ciblé alors qu'il se rendait à la prière. Selon une déclaration, le Hamas a affirmé « En pleurant notre martyr héroïque, nous réaffirmons notre engagement à poursuivre la voie de la résistance. » L'armée israélienne a revendiqué l'opération, accusant le commandant du Hamas d'avoir organisé des trafics d'armes et planifié plusieurs attaques contre Israël. L'attaque, survenue à l'aube près de la mosquée de l'imam Ali, a été menée par un drone israélien. Un témoin a affirmé « On a entendu une forte explosion quand on est arrivé. La voiture était en feu. » Cette frappe intervient malgré le cessez-le-feu conclu en novembre dernier entre Israël et le Hezbollah. Un cessez-le-feu que le Liban affirme respecter, mais que l'armée israélienne continue de violer régulièrement au nom de la lutte contre les combattants du Hezbollah ou du Hamas présents sur son sol. En avril, plusieurs frappes avaient déjà visé des membres présumés du Hamas ou du Hezbollah à Saïda. Et dans la ville, la population redoute que le cessez-le-feu ne soit plus qu'une illusion. Oman a annoncé un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et les Houthis du Yémen, après plusieurs mois de tensions et d'affrontements intenses en mer Rouge et sur le territoire yéménite. Selon le ministre des Affaires étrangères omanais, les efforts de médiation ont permis d'obtenir un accord garantissant l'arrêt mutuel des frappes, y compris sur les navires militaires et civils en mer Rouge, dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Aucune des deux parties ne prendra désormais pour cible l'autre, a précisé Mascat. Mais cette annonce intervient quelques heures après de nouvelles frappes israéliennes sur l'aéroport de Sanaa, en réponse aux tirs de missiles houthistes sur Tel Aviv dimanche. Bilan selon les Houthis, 3 morts et plusieurs installations civiles et militaires entièrement détruites. 3 de nos avions civils ont été frappés. L'aéroport est hors service, a déclaré un responsable local. Le président américain Donald Trump avait annoncé « Les Houthis ont capitulé. Ils ne veulent plus se battre. Nous arrêterons les bombardements. » Mais côté Houthi, la prudence reste de mise. Nous allons évaluer la position américaine. Toute reprise des attaques entraînera notre riposte, a déclaré le porte-parole Mohamed Abdel Salam, dénonçant le rôle d'Israël dans le conflit. Cet accord de cessez-le-feu vise surtout à sécuriser la navigation commerciale menacée depuis des mois par les attaques répétées des Houthis contre des navires liés à Israël. Ils disent qu'ils ne feront plus exploser de navires. C'était notre objectif, a insisté Trump. Reste à voir si cet accord tiendra alors que la guerre à Gaza continue et que les tensions entre Israël, l'Iran et ses alliés régionaux ne cessent de croître. C'est une visite qui fait polémique. Pour la première fois, un président syrien post-Assad est reçu à l'Élysée. Ahmad Shara, chef de la coalition islamiste au pouvoir, à Damas, depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre, a été accueilli aujourd'hui par Emmanuel Macron. Objectif affiché, encourager une transition politique pacifique et inclusive, mais aussi exiger des comptes. L'Élysée avait affirmé « Le président demandera des garanties claires sur la protection des civils et la poursuite des responsables d'exactions. » Une réception sous haute tension. Dès midi, des manifestants s'étaient réunis place de la République, accusant Ahmad el-Shara d'exactions, notamment contre les Alaouites et les Druzes. Malgré les critiques, l'Élysée défend cette rencontre. Paris a obtenu une dérogation de l'ONU pour autoriser le voyage d'Ahmad el-Shara, toujours sans sanction internationale. La visite pourrait ouvrir la voie à un assouplissement progressif des sanctions internationales, mais pour l'instant, Paris pose ses conditions, justice pour les victimes et protection de toutes les minorités. L'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan franchit un nouveau cap. Mercredi, à l'aube, des échanges de tirs et des frappes de missiles ont été signalés de part et d'autre de la ligne de contrôle dans le Cachemire. L'Inde et le Pakistan se sont violemment bombardés, faisant au moins 38 morts.
Il s'agit des affrontements militaires les plus graves entre les deux puissances nucléaires depuis 20 ans. L'armée pakistanaise accuse New Delhi d'avoir visé 6 villes au Cachemire et Pendjab, provoquant la mort d'au moins 26 civils, dont des enfants. Le Pakistan promet une réponse décisive. Shehbaz Sharif, Premier ministre du Pakistan, a bien affirmé « Une réponse résolue est déjà en cours. Le Pakistan défendra son territoire. » Côté indien, on affirme avoir ciblé uniquement des infrastructures dites terroristes, suite à l'attaque du 22 avril à Pahalgam qui avait coûté la vie à 26 civils. Une attaque non revendiquée mais attribuée par l'Inde à des groupes pakistanais. Un porte-parole indien a souligné « Nous avons exercé une retenue considérable. Aucune installation militaire n'a été visée. » Islamabad dénonce une attaque meurtrière, au moins 26 civils tués dont plusieurs enfants. Les tirs ont endommagé un barrage hydroélectrique tandis que le Pakistan affirme avoir abattu 5 avions indiens. La région du Cachemire reste au cœur du contentieux. Disputée depuis 1947, elle a été le théâtre de plusieurs guerres et à nouveau aujourd'hui, elle devient une poudrière menaçant la paix régionale. L'ONU et plusieurs capitales appellent à la désescalade. Washington et Téhéran ont entamé des efforts de médiation, mais alors que le Premier ministre Modi menace désormais de couper l'eau des fleuves vers le Pakistan, la guerre de l'eau pourrait bientôt s'ajouter à celle des armes. C'est un moment historique pour l'Église catholique. Ce mercredi 7 mai, les 133 cardinaux électeurs du monde entier se réunissent dans la chapelle Sixtine pour un conclave décisif. Leur mission, élire le successeur du pape François décédé il y a 2 semaines. Ce matin, une messe solennelle a marqué le début des cérémonies. Puis, dans l'après-midi, les cardinaux sont entrés en procession dans la chapelle Sixtine, isolée du monde extérieur. Téléphone interdit, réseau coupé. Le silence du secret règne désormais. Ce soir, un premier vote sans doute symbolique. Si aucun candidat n'obtient les 89 voix nécessaires, le scrutin se poursuivra demain. À chaque session, la fumée noire ou blanche dira au monde si un nouveau pape est élu. Parmi les favoris, l'Italien Pietro Parolin, le Philippin Luis Antonio Tagle ou encore le Français Jean-Marc Aveline. Mais dans cette élection inédite par sa diversité, rien n'est joué. Ce conclave, le plus international de l'histoire, réunit des électeurs de 70 pays, une église désormais portée par les périphéries, comme aimait à le dire François. Le contexte géopolitique, avec la montée des tensions et le retour de Trump, peut pousser les cardinaux à choisir une figure expérimentée, soulignent les analystes. Le rideau se lève sur l'un des plus anciens rituels de la chrétienté, et le monde retient son souffle dans l'attente d'un visage, d'un nom et d'une fumée blanche. À Jakarta, derrière l'image d'une capitale moderne, des milliers de familles luttent pour survivre. Parmi eux, les hommes d'argent, des figures tristes et brillantes à la fois, recouvertes de peintures maquillées. Leur scène, les carrefours embouteillés. Leur revenu, à peine de quoi manger. Il s'appelle Harry, Kerry et Rian. Chaque jour, pendant 5 heures, il rejoue le même numéro de robot figé, espérant quelques pièces. « Je veux un vrai travail, j'ai honte de faire ça. Mais je n'ai pas le choix », confie Harry, 25 ans. Il gagne parfois 10 € par jour, mais souvent bien moins. Juste de quoi nourrir une famille dans un pays où le riz, aliment de base, a augmenté de 27% en 10 ans. Je préfère ne pas manger, mais boire un verre d'eau et fumer une cigarette, dit Harry avec résignation. Une fois la journée terminée, les 3 amis rejoignent leur quartier, un bidonville coincé entre une rivière polluée et une voie ferrée. « J'espère que ma fille ne fera jamais ça », souffle-t-il en regardant son enfant, le sourire aux lèvres, oubliant pour un instant la douleur de la rue. À Jakarta, la misère se cache sous une couche d'argent et le rêve d'une vie meilleure, lui, brille encore dans les yeux d'un père. Et maintenant, à Cannes, le cinéma et la mode avancent main dans la main. Comme chaque année, le tapis rouge devient aussi un podium pour les grandes maisons de couture. Chanel, Dior, Saint-Laurent, les griffes françaises ne se contentent plus d'habiller les célébrités. Elles coproduisent, financent, récompensent. Le Festival de Cannes est devenu un carrefour stratégique où le luxe mise sur le 7e art pour raconter ses histoires, les créateurs de mode affirmant « Nous racontons aussi des histoires à travers les vêtements. Le défilé, c'est aussi une mise en scène. » Même les marques automobiles
investissent la croisette en sponsorisant les sélections parallèles. Depuis 10 ans, le prix Women in Motion de Kering récompense celles qui font bouger les lignes. Cette année, Nicole Kidman, L'Oréal, maquilleur officiel du festival depuis 28 ans, attire une constellation de stars engagées. À Cannes, le 7e art s'écrit aussi avec des coutures, du glamour et des millions d'euros en jeu. Cinéma et mode, une histoire d'amour qui n'est pas près de se terminer. Et en ce mois de mai consacré à la Vierge Marie, le sanctuaire de Notre-Dame du Liban à Harissa ne désemplit pas. De jour comme de nuit, les fidèles viennent s'y recueillir, allumer une bougie ou gravir les marches qui mènent à la statue. Reportage Serge Berberi. À la tombée de la nuit, le sanctuaire se pare d'un calme solennel. Certains arrivent à pied, d'autres en voiture. Des familles, des groupes de jeunes, des personnes seules, tous gravissent les marches qui mènent au sommet jusqu'à la statue qui surplombe la baie de Jounier. Érigé à 650 mètres d'altitude, le sanctuaire a été inauguré en 1908 à l'initiative du patriarcat maronite en collaboration avec des missionnaires français. La statue de la Vierge, haute de 8 mètres, fut conçue en France avant d'être acheminée par bateau jusqu'au port de Beyrouth. Depuis plus d'un siècle, elle veille sur les montagnes du Kesserwan et au-delà. Sous la grande basilique moderne, la chapelle accueille chaque soir des messes. Là, dans le silence et entre deux prières, les fidèles déposent leurs intentions, parfois en larmes, parfois en paix. Harissa n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un repère, un refuge. Un lieu où se croisent la foi populaire, l'histoire religieuse et l'attachement profond des Libanais à la figure de Marie. Ici, les chrétiens se recueillent et les musulmans aussi. La dévotion mariale dépasse les frontières confessionnelles. En ce mois de mai, entre chants, veillées et processions, Notre-Dame du Liban rappelle à tous que la spiritualité au Liban s'enracine dans des gestes simples, une marche, une bougie, une prière. À Harissa, la foi continue de s'élever et la lumière des bougies continue de briller dans le silence de la nuit.
Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.